Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grougy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestois, brestoise, ne serait-on pas là devant la naissance d'un grand d'Europe? Bienvenue pour ce 110e épisode de Brest On Air, où je suis rejoint aujourd'hui par seulement, malheureusement, Fanche. Pas malheureusement Fanche, hein, évidemment, mais tu es malheureusement seul aujourd'hui avec moi. Fanche, comment vas-tu? Eh ben écoute, après une si belle semaine de football et de Stade Brestois, tout va très bien, tout va très bien. Très heureux de retrouver alors les joueurs retrouvent le chemin du terrain et nous le chemin des micros. Effectivement, ça fait un petit moment que on n'a pas discuté autour du Stade Brestois. Évidemment, Yann a pu, avec grand plaisir, avec grand succès, faire les présentations des nombreuses recrues des derniers jours du mercato. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé jeu, on n'a pas parlé football terrain depuis un certain temps. Et justement, l'arrivée de la Ligue des Champions jeudi dernier, c'est l'occasion d'y revenir naturellement. On va parler un peu de tout et de rien, hein, finalement, dans cet épisode. On reviendra aussi sur tout ce qui a été billetterie autour de la Ligue des Champions et aussi les maillots, hein. C'est vrai qu'on est obligé d'un peu de parler de ce qui se passe en dehors du terrain avec ce club, malheureusement. C'est pas toujours positif, hein. Effectivement, d'autant plus que je fais partie des gens qui ont pas mal galéré à pouvoir obtenir leur pack de 4 matchs pour la Ligue des Champions, même si bon, je me suis quand même bien sorti assez rapidement. Je crois que pour certains ça a été plus compliqué, on va être obligé d'en parler, mais on va sûrement également d'abord et commencer par le positif et ce qui nous réjouit depuis quelques jours là. Évidemment, mais d'abord, première question pour toi, Fanche. Mhm. Ça a été la rentrée. Est-ce que dans cette année particulière pour le Stade Brestois, tu as vu davantage de goodies, de produits de merchandising au niveau des élèves, bien sûr, que ce soit trousse cartable ou autre, même maillot, peut-être des élèves qui arrivent en maillot Alors si à l'école. j'ai pas vu d'élève avec le maillot de la Ligue des Champions encore, je le prendrais mal parce que là qu'il l'est avant moi, mais non, mais alors comme je l'avais déjà dit l'année dernière, tu m'avais posé plus ou moins la même question. Pas au début de saison, mais on en avait parlé un petit peu au cours de l'année. Mhm. Et c'est vrai que j'avais noté pas mal de produits dérivés Stade Brestois, cartable, agenda, trousse, maillot, t-shirt, tout ce que vous voulez. Et ça se poursuit cette année, c'est logique, hein, vu la saison dernière, ça se poursuit. Je saurais pas te dire s'il y en a plus ou pas, mais il y en a au moins autant. Et ça fait toujours plaisir, hein, de voir autant les garçons que, enfin peut-être pas autant, mais il y a aussi les filles, hein, qui commencent à avoir de la tenue Stade Brestois, de la trousse, de l'agenda Stade Brestois. Donc c'est bien, ça fidélise des jeunes et ce sont les supporters de demain. Et comme je te disais hier en tribune, il y avait à droite à gauche des élèves à moi un peu partout, donc ça fait plaisir de les voir aussi dans ce cadre-là. Exactement. Et c'est comme tu l'as dit, ce sont les supporters de demain et qu'il faut commencer à fidéliser. Encore faut-il qu'ils aient de quoi acheter à la boutique, C'est si ça. jamais ils veulent avoir de quoi montrer leur fierté autour du Stade Brestois. Mais ça montre aussi qu'il y a comment dire, il y a un public à ce Ah niveau-là, il y a un quoi. potentiel, il y a un Voilà, c'est potentiel ça. important chez les jeunes, d'autant plus voilà, nous on est devenus supporters de Brest, toi et moi, au même moment, quand on était au collège ensemble, et on peut pas dire que Brest brillait forcément par ses résultats à ce moment-là, parce que l'équipe était en Ligue 2 et puis se battait pour pas descendre. Eux, ils ont la chance, ou peut-être pas la chance d'ailleurs, parce que nous on a connu le Stade Brestois mauvais, et là C'est vrai que eux, quand ils maintenant vont redescendre sur terre, ça va faire mal. ils pourront pas connaître mieux en fait. Ils arrivent avec la crème de la crème, mais tant mieux pour eux. C'est vraiment le bonheur. Et puis j'espère qu'ils resteront fidèles supporters lorsque Brest, j'espère pas redescendre en Ligue 2 tout de suite, mais peut-être sera un petit peu plus anonyme dans le championnat de Ligue 1. Mais c'est vrai qu'on voit quand même au stade beaucoup de jeunes, hein. C'est vrai que je pense que il y a énormément de jeunes avec leurs parents. C'est agréable. Et pourvu que ça dure, hein, évidemment, pourvu que le club aussi fasse le nécessaire pour que ces jeunes restent, hein, C'est évidemment via les résultats, mais aussi en dehors,
avec des tarifs attractifs évidemment parce que Et c'est aussi, je pense, tu as mentionné les parents, tu as raison, c'est aussi le rôle des parents d'expliquer que le foot, c'est aussi. Parce que là, énormément de victoires du Stade Brestois, mais que le foot, c'est aussi la défaite. C'est le sport, d'ailleurs, qui est comme ça, la victoire et la défaite. Et je pense que tu deviens vraiment un supporter quand tu. Alors, on n'est pas là pour donner des bons points et des mauvais points, naturellement, mais tu deviens un véritable supporter, je pense, aussi dans la défaite et dans les moments durs, et quand tu dois. Subir une descente en Ligue 2 et que finalement tu reprends ton abonnement, tu rachètes ton maillot et tu retournes au stade voir des équipes qui joueront moins bien que ce que tu as connu, des joueurs qui te font un petit peu moins rêver, avec toujours cet espoir finalement de voir ton club retoucher les sommets. Et quand on est supporter, c'est, je pense, 80, d'un club comme Brest, 80-90% de moments pas marrants, de moments pas forcément très réjouissants en termes de résultats. Et le reste, c'est comme la saison dernière et puis cette saison, c'est que du bonheur. Mais si on prend nos 10 ou 15 dernières années, on a quand même plutôt fait des podcasts débriefing où ça allait pas trop que des podcasts où ça allait, quoi. Mais c'est aussi ça qui nous fait positiver et apprécier ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont les défaites, les matchs de Ligue 2, les matchs de National pour certains aussi. Évidemment, je pense que quand on s'est qualifié en Ligue des Champions, toute cette histoire autour de la plus grande des compétitions européennes, on a tous une pensée pour ceux qui étaient là avant nous, ceux qui aussi ne peuvent plus aller au stade, ceux qui n'ont pas pu aller au stade, mais vraiment ouais, c'est une famille, hein, on va dire, le Stade Brestois, et une famille assez réduite finalement. Comme toutes les familles, elles sont très diverses et c'est bien de voir se côtoyer des jeunes qui ont 11, 12 ans, même un peu moins parfois, comme le petit qui est rentré sur le terrain, récupérer le maillot de Abdallah Sima qui n'ont quasiment rien connu du Stade Brestois, et d'autres qui sont là depuis les années, t'as dit le National, mais même le National 2, et puis les années 80, les années 70, c'est ça qui fait l'essence du Stade Brestois, et sans ces gens-là, le club ne serait rien. Et ce serait bien que les dirigeants en place aujourd'hui ne perdent pas non plus ça de vue, et que tout n'aille pas uniquement pour les partenaires et les gens qui donnent de l'argent via leurs entreprises, et pas oublier les gens qui n'en ont pas forcément beaucoup et qui eux sont là depuis également des années et ne lâcheront pas le club. Et en parlant hors terrain, on sera obligé de distribuer les mauvais points, mais aussi les bons points, et notamment les tarifs plutôt accessibles autour de la Ligue des Champions. En termes de pack, oui. Après, la place sèche, 150 € pour Sturmgras, on en a déjà parlé entre nous, je trouve que c'est un peu cher. Mais est-ce que ça valait pas le coup finalement, après coup? Eh ben, je sais pas, parce que j'y étais pas. Après cette petite prose autour d'ailleurs qui n'était pas prévue, hein, dans le sommaire, on va parler de tout ce qui nous intéresse, hein, du terrain principalement. Alors on s'était quitté après la défaite inaugurale contre Marseille. On va pas nécessairement revenir, hein, sur les matchs contre Lens, Saint-Etienne et Paris. On va surtout parler de la semaine qui s'est écoulée, sans évidemment négliger de mentionner, si on en a besoin, évidemment ça fait partie de l'histoire de cette saison déjà, hein, ces 5 premiers matchs. Évidemment obligé de parler un peu de Ligue des Champions. Donc toi malheureusement tu n'as pas pu aller pour raison professionnelle. C'est vraiment le timing qui tombait vraiment à un moment catastrophique, hein. Je sais. Ni de ta faute, ni de la faute de personne. C'est la faute de l'UEFA peut-être qui aurait pu. Je veux dire, grosso modo, j'ai 4 réunions par an dans l'année, le soir. Il y a un match de Ligue des Champions dans l'histoire du Stade Brestois, et il faut que ça tombe ce soir-là. Mais bon, évidemment, c'est pas l'envie qui manquait de venir au stade, mais voilà, le match aurait été à Brest, j'aurais pu venir tranquillement. Là, ça a terminé la réunion vers 19h30, 45, le temps de partir, etc. C'était, je pense, trop juste vu les bouchons en plus, et pour de louper le début du match, ça m'aurait fait un peu suer de venir pour un demi-match, donc j'ai préféré revendre ma place pour quelqu'un qui pouvait vraiment y assister dans de bonnes conditions et pas prendre de risques, que ce soit sur la route ou quoi. Donc on a suivi ça évidemment devant la télé, mais c'était une expérience très différente de la vôtre, mais ravi évidemment que ça soit aussi bien passé. Oui, évidemment, comme on le disait hier, c'est vrai que tu vas pas être tout à fait égoïste et se dire que tu aurais préféré que Brest perde parce que tu avais raté le match. Ah bah non. Ça aurait été, mais effectivement, ça s'est plutôt bien passé, hein, effectivement. Alors c'est vrai qu'il manque peut-être davantage d'avis que le mien, hein. C'est vrai qu'on aurait pu faire un débrief un peu plus complet sur la Ligue des Champions et cette expérience un peu de match à domicile, mais aussi à l'extérieur. En tout cas, de mon point de vue, ça s'est plutôt bien passé, hein, que ce soit de mon point de vue personnel ou de mon point de vue collectif, hein. C'est vrai que j'ai pas vu de débordement ou quoi que ce soit
D'ailleurs, ça n'a pas été rapporté non plus, hein, donc à part, je crois qu'on a reçu dans nos messages privés quelqu'un qui avait vu j'imagine des Guingampais cagoulés attendre autour d'un petit passage un peu sombre, mais pas de rapport Alors, il me semble de violence outre il me semble mesure. que il y a 12 Guingampais qui ont été interpellés. Alors, je sais plus si c'est avant match ou après match, parce qu'ils voulaient en découdre avec les Brestois, mais c'est vraiment les seule infraction que j'ai recensée dans la presse le lendemain du match. Et puis également, il y a eu une histoire de panneau de signalisation qui a été renversé. Mais de manière générale, et de toute façon, je pense que les Guingampais ne seraient pas privés d'en parler si jamais il y avait eu des dégradations. Et visiblement, il n'y en a pas eu, et les Brestois se sont très bien comportés. Et D'autant qu'il y avait match le lendemain à Roudourou, donc exactement. Et je trouve que ça apporte encore plus de plaisir à la victoire de savoir que voilà, tu vas dans le stade, ça se passe bien, tu gagnes, tu repars, tu laisses les éléments comme ils sont de manière très, très clean. Et voilà, des gens civilisés pour voir une équipe qui mérite d'être supportée. exactement. Voilà. Et d'autant que voilà, comme on l'a dit régulièrement, ça fait plaisir à personne, hein, finalement, que ce soit les Guingampais, les Brestois. Voilà, tout le monde aurait préféré rester dans son stade Ah, et justement, je te posais la question hier de savoir si ça t'avait gâché le plaisir d'être à Guingamp. Tu me disais que bah, l'enjeu a finalement pris le pas sur ta déception. Je me souviens qu'on en parlait quand on avait appris au printemps que Brest, en cas de Coupe d'Europe, ne pourrait pas jouer à Leblé. Tu avais l'air de me dire que bah, finalement, c'était quand même plutôt un plaisir qu'autre chose. Mais quand j'ai vu les vidéos, enfin, tu vois, tu revois les images, tu vois le COP brestois les photos sont assez dingues. Hein, on a vraiment l'impression que Brest joue à domicile. Quelqu'un qui est, je pense, un supporter de Sturm Graz ne se rend pas compte que Brest joue dans le stade de son pire ennemi. Moi, je pense qu'à la place des Guingampais, tu le vis mal quand même. Tu le vis plus mal que les Brestois. Et oui, alors tout à fait, évidemment, tout à fait. ils nous taxent en disant ah, vous n'êtes pas capable d'avoir de stade aux normes. Soit, hein, nous on n'y est pour rien. Après tout, on subit les La choix politique. et les aléas divers et variés de politique, environnementaux, tout ce que vous voulez. Mais moi, j'aurais vu les Guingampais faire la fête à Leblé et gagner leur premier match de Ligue des Champions. Bah, la pilule aurait eu du mal à passer. La pilule aurait eu du mal à passer. Quoi qu'il arrive, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais pour moi, quoi qu'il arrive, la phase de Ligue des Champions du Stade Brestois, je dirais pas qu'elle est déjà réussie, mais elle est très 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 bien entamée. C'est En tout cas, il le n'y a plus Guingamp rien à perdre là. peut être dégoûté. Brest a gagné le match qu'il devait gagner s'il y en avait un. C'est ça, tout le reste maintenant sera plutôt pas de Du l'exploit pour bonus. certains, mais de la performance en tout cas. Ouais, clairement, clairement. Après, quand on voit la forme actuelle, par exemple, de Salzbourg, on se dit pourquoi pas. On se dit pourquoi pas. Mais revenons peut-être sur le match. C'est vrai qu'on va avoir deux points de vue aussi différents de chacun de notre côté, mon cher Fanche. C'est vrai qu'on a quand même l'impression d'une victoire plutôt logique, hein, au vu de la physionomie du match. Alors évidemment, il y a ces 5 dernières minutes, on va dire, qui enflent les statistiques. Mais malgré tout, on a quand même vu une équipe du Stade Brestois à la hauteur de l'enjeu, on va dire, que ce soit en début de match, évidemment, mais moi j'ai surtout trouvé une fin de match très très convaincante, avec beaucoup de calme, beaucoup de maîtrise, que ce soit technique ou mentale. Et ça m'a fait beaucoup plaisir parce que bah, c'est vrai que c'était peut-être la principale interrogation, de savoir comment le Stade Brestois allait réagir à cet enjeu, à ce premier match de l'histoire de la Coupe d'Europe du Stade Brestois. C'est quand même pas rien, hein. Il y en a beaucoup qui aimeraient être à notre place. D'ailleurs, beaucoup de supporters de clubs adverses ont exprimé leur enviosité, on va dire, plutôt que leur jalousie. Hein, et on les comprend. Hein, d'habitude, c'est plutôt envers les autres que ça se passe. Donc, quand c'est vrai que c'est le Stade Brestois, ça fait toujours plaisir. Mais qu'est-ce que tu as ressenti, toi, devant ce match et cette prestation brestoise de la première à la 90e minute? Je savais pas trop à quoi m'attendre avant le début du match. J'avais écouté le podcast que tu avais fait avec le camarade de compte foot Autriche ou Autriche Foot, je sais plus bien, qui t'avait parlé du Sturm Graz. Mais toi-même, tu connaissais très bien le club, donc tu m'en avais parlé. Je savais pas trop quoi m'attendre. Et quand j'ai regardé les premiers matchs de Ligue des Champions, donc mardi et mercredi, j'ai regardé surtout ceux de nos adversaires. Et j'ai été marqué par l'intensité qui était mise dans les débuts de match, dans les courses vers l'avant, des courses extrêmement verticales de certaines équipes, d'ailleurs dont on a pu subir un petit peu les effets avec les deux buts du Sturm, dont un refusé. Je me demandais si Brest serait capable de se mettre au niveau de l'intensité et de l'enjeu,
Après, je me suis également souvenu qu'on l'avait fait l'année dernière à de nombreuses reprises dans les matchs contre le PSG, notamment les gros matchs, même qu'on n'avait pas forcément gagné, mais c'était pas au niveau de l'intensité qu'on était battu. J'avais un petit peu peur en voyant la composition d'équipe. Je te cache pas qu'en voyant Jordan Amavi titulaire, j'étais pas forcément rassuré, et surtout l'absence de Romain Del Castillo. Et finalement, assez rapidement, je me suis rendu compte que les Brestois au moins seraient là répondaient présents dans l'impact, dans l'intensité. Ils étaient dans leur match, ils n'étaient pas dérangés par le fait de ne pas jouer dans leur stade. Et très vite, on voit une équipe brestoise qui est entreprenante. Dès la première minute de jeu, d'ailleurs. Oui, parce que tu as tout de suite un ballon sur le côté gauche, et avec un centre de Ludovic Ajor, qui est une frappe de Lala qui est un petit peu moyenne, mais tout de suite tu montres à ton adversaire que tu es présent, que tu vas vers l'avant et que tu as des ambitions dans le jeu. Voilà. Je trouve que Brest a pris le match par le bon bout. Il y a eu un petit moment de flottement, je ne sais pas si vous l'avez ressenti au stade, mais en tout cas à la télé c'était assez clair, où même les commentateurs disaient que Brest, finalement, entre la 10e et le but de Magnetti, savait plus trop vraiment quoi faire, s'il devait continuer à attaquer ou attendre un petit peu. Il y a eu la longue intervention des soigneurs, évidemment. Oui, je pense que ça a coupé pas mal. Ça a coupé l'élan. Mais d'un côté, je pense que ça a fait beaucoup de bien à Brest, en tout cas d'un point de vue par rapport au futur de la rencontre, parce que Grégory Vutriche, c'est quand même le taulier, le cadre de la défense du Sturm. Et je pense que en replaçant Dimitri Lavallée dans l'axe et en faisant jouer, ils ont changé trois mecs de leur défense, puisque leur arrière droit est passé arrière gauche, leur arrière gauche est passé dans l'axe et l'arrière droit donc est rentré. Et c'est vrai que ça a quand même pas mal déstabilisé, j'ai trouvé, le Sturm, qui défensivement n'était pas vraiment souverain. Je vais pas te cacher que pas mal d'occasions. Je te disais ça hier, mais j'étais un petit peu déçu du niveau de jeu du Sturm. Je m'attendais à une équipe un petit peu plus joueuse, parce que finalement, outre les contre-attaques rapides sur nos corners offensifs et le début de match où on tergiverse sur 2-3 ballons mis dans le dos de la défense, j'ai pas vu grand chose qui m'a impressionné. Alors que contrairement côté brestois, j'ai vu un milieu de terrain, alors que Fernandez, que j'ai trouvé plutôt intéressant. J'avais pas vu le match contre le PSG, j'ai trouvé, mais les échos étaient plutôt bons. Mais surtout l'abattage Magnetti Camara, très 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 bon niveau. J'étais très surpris et agréablement par Koulibaly, que j'avais vu rapidement contre Saint-Etienne, mais qui m'a montré des choses qui m'intéressent beaucoup, avec la charnière avec Brendan Chardonnay pourrait se montrer intéressante. À ma vie, en difficulté, je pense qu'il sur un adversaire direct. Ça a été mieux au fur et à mesure du match, quand même. Ouais, c'était mieux, mais il m'a fait peur par quelques fois. Il faisait peur, ouais. Je pense que s'il y avait un point faible, et d'ailleurs je pense que le Sturm a pas mal agressé sur son côté, je pense que ils avaient évidemment fait leur petite recherche. Je pense que s'il y avait un point à appuyer côté Stade Brestois, c'était côté gauche, côté droit du Sturm, quoi. Et j'ai également beaucoup apprécié la performance. Alors, on le voit peu dans le match, mais la performance de Marco Bizot, que j'ai trouvé extrêmement rassurant. Et ça fait partie de ces joueurs qui ont de l'expérience. Et il n'a pas relâché un ballon sur ses prises de balles aériennes. À chaque fois, il s'est montré vraiment très présent, très rassurant avec ses défenseurs, parce que c'était quand même une défense un peu expérimentale. La charnière Chardonnay-Koulibaly, on avait vu à 20 minutes contre Saint-Etienne. Et sinon, après, pour continuer dans les cas individuels, j'ai énormément aimé la prestation de Ludovic Ajor, que j'ai d'ailleurs écouté pendant le match. Et j'ai pensé à Steve Mounier pendant ce match en me disant, alors je veux pas du tout critiquer ou rabaisser. Rien que les faits. Ce sont les faits, c'est-à-dire un jeu dos au but qui est de grande qualité, avec peut-être moins bon de la tête, peut-être, mais au pied, déviation, contrôle de balle, orientation du jeu, ça redonne sur son milieu de terrain, ça écarte le jeu. Ça obtient beaucoup de fautes. Quand il faut, ça gêne un, voire deux défenseurs adverses, et du coup, ce qui libère naturellement des espaces pour des joueurs plus rapides comme Abdallah Sima, comme pourrait être Mama Baldé dans une future association éventuellement, ou pour Romain Fèvre qui pouvait avoir des espaces, mais qui m'a déçu sur ce match. Voilà, alors pour répondre à ta question en deux mots, très très satisfait de la prestation brestoise. Je pense que la victoire est largement méritée, d'une part, et deuxièmement, Brest aurait pu, voire dû, surtout sur cette fin de match, peut-être l'emporter avec un ou deux buts de plus. Je repense surtout aux 3 actions finales. Mais globalement, c'était une belle performance brestoise. Pour une première en Ligue des Champions, je pense qu'il faut saluer tous les collectifs et également la préparation du match de coach Serge Roy. Évidemment, on pense aussi si jamais Brest venait avoir 7-8 points fin janvier. C'est vrai qu'on sait quand même que les joueurs de Football Manager savent que les qualifications peuvent se jouer pas mal à la différence de but aussi.
Et on se dit aussi que justement, Est-ce que tu sais si c'est différence de but ou ouais, il n'y a pas de goal average particulier de toute façon parce que comme tout le monde n'affronte pas tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est différence de but sèche. D'accord. Donc j'espère qu'on ne repensera pas à ces occasions en fin de match, mais tu fais bien effectivement je pense que si j'avais un joueur et c'est quand même assez dur, hein, parce que j'ai trouvé cette équipe quand même très très homogène, sans véritable point faible et vraiment à la hauteur de l'histoire que représentait cette rencontre, mais vraiment j'ai trouvé Ludovic Ajor parfaitement dans son rôle. Je trouvais que les défenseurs de Sturm Graz ou même leur 6, hein, qui est un peu leur tour de contrôle au milieu de terrain, n'avaient absolument aucune réponse pour Ludovic Ajor, ce que pouvait apporter Ludovic Ajor, que ce soit dos au but, mais tu l'as mentionné, il a une gestion du tempo du match qui est assez impressionnante, et on sent toute l'expérience vraiment d'un joueur qui a déjà joué la Coupe d'Europe, hein, avec Strasbourg, si je ne dis pas de bêtises. Quelqu'un qui a 30 ans, qui a roulé sa bosse et qui a l'air parfaitement dans son élément dans cette équipe déjà. Et qui comprend le jeu, joueur intelligent, joueur très fort, et on n'est pas surpris, hein, parce que c'est ce à quoi on s'attendait. Vraiment une recrue excellente, et qui va sûrement claquer sa 10aine de buts dans la saison, qui a fait une passe décisive, évidemment. Une passe, c'est un peu un grand mot, mais il est là au bon moment, au bon endroit, il fait la bonne déviation qu'il doit faire. Je pense que c'est le seul joueur sur le terrain qui peut faire cette action-là. Donc qui peut faire cette déviation, qui va sur Sima, parce que le ballon tombe sur Fèvre, c'est pas du tout la même chose. Il tombe sur voilà, il est au bon endroit au bon moment, il fait le bon geste et il est décisif. Et obligé aussi de mentionner le match de Kenny Lala, que j'ai trouvé très très solide. Ah oui. D'ailleurs, j'ai l'ami Martial Debeau qui m'a contacté après la rencontre. Donc l'homme qui avait fait la présentation de Kenny Lala, spécialiste du football grec et supporter de l'Olympiakos, donc ancien club de Kenny Lala, et qui s'est réécouté dans son podcast de présentation du joueur, et qui avait dit beaucoup de bonnes choses autour de Kenny Lala, et notamment sa capacité à justement, qui avait joué la Coupe d'Europe lui, et franchement, évidemment, le renouveau du Stade Brestois passe par Aigri Croix, qui est arrivé au même moment que Kenny Lala, mais c'est vrai que on est obligé de mentionner aussi l'arrivée du latéral droit pour parler de ce renouveau de performance, hein. Je pense qu'il n'est pas étranger à la bonne qualité de la défense brestoise. C'est largement, je pense, dans les dernières années, dans le top 3 des recrues. En termes je serais assez d'accord. Comme c'est un joueur, comme c'est un arrière latéral, évidemment, il brille pas forcément par des statistiques ou par ce genre de choses qui peuvent permettre souvent de penser que là, les attaquants, ce sont eux les recrues phares d'une équipe. Lui, il a apporté à la fois l'expérience, la fiabilité, très peu blessé. Je touche du bois pour pas que ça ne change. Mais pour moi, c'est l'élément central un des éléments centraux de l'équipe, et probablement l'un des joueurs que je mets sur la feuille de match en premier. Bien, sauf quand on doit faire tourner, bien sûr. Bien sûr. Et également à saluer, justement, tu parles de faire tourner, l'apport des entrants sur ce match, qui n'ont pas fait baisser le niveau de l'équipe, qui n'ont pas fait baisser le niveau ni dans l'intensité, ni dans la qualité technique, parce que d'ailleurs, c'est avec des changements qu'on reprend un petit peu le dessus. Et Brest, moi j'avais un petit peu peur pendant le match, lorsqu'on a inscrit le deuxième but, que petit à petit on recule, ne connaissant pas trop cette compétition, ne connaissant pas non plus... Ce qui aurait été logique, hein, finalement. Complètement. On n'aurait pas voulu aux joueurs de reculer. Évidemment, il aurait fallu garder cet avantage, mais on n'aurait pas voulu aux joueurs de reculer. Et c'est ce que j'ai mentionné un peu plus tôt. C'est vrai que la gestion, j'ai trouvé, de la fin de match était assez impressionnante quand même pour une équipe qui découvrait ce niveau de compétition. Et c'est presque ce qui m'a impressionné le plus dans cette rencontre, c'est vraiment cette fin de match, parce que moi, je sais que j'étais pas serein, mais les joueurs avaient l'air plus sereins que moi. Et je me disais, si les joueurs sont aussi sereins que moi, ça va pas bien se passer. Mais j'ai trouvé des joueurs vraiment maîtres de leur fin de rencontre, et que ce soit évidemment après le carton rouge, mais aussi avant, j'ai pas souvenir d'une opportunité autrichienne nette pour égaliser. Et je suis tout à fait d'accord et du même avis que toi. Et je reprends la feuille de match et la feuille de stats. L'entrée de Jonas Martin, Kamori Doumbia à la 71e minute, je me suis dit, tiens, est-ce qu'avec Jonas Martin, qu'on avait vu un petit peu en difficulté contre l'OM, en point de basse, est-ce qu'on va pas justement reculer? Est-ce que c'est le changement adéquat à ce moment-là? Parce que c'est presque un changement offensif, finalement. Finalement, oui. Et l'entrée de Jonas Martin, mais incroyable. Je veux dire,
dans l'image de son match contre Toulouse, quand il joue un petit peu plus haut, c'est un joueur super intéressant, je trouve. Parce que le niveau qualité technique qu'il a, il a mis le pied sur le ballon, je crois que c'est sur son premier ballon, il met pas une semelle, mais il met vraiment le contact pour montrer qu'il est dans son match. Et après, l'intensité, la hargne, la rage de vaincre, c'était vraiment un joueur qui a apporté aussi son expérience européenne, même s'il n'avait joué que 2 matchs en Ligue des Champions. Et il a apporté un nouveau souffle à cette équipe. Et j'ai trouvé cette entrée, je pense que c'est parmi les joueurs qui sont entrés, celle qui m'a le plus qu'un Del Castillo qui était un petit peu plus. J'ai trouvé un peu en dilettante, un peu moins. Physiquement diminué quand même. Physiquement diminué. Ouais. Et un Doumbia qui a fait des choses intéressantes, mais qui a manqué de qualité technique et devant le but. Voilà, de précision devant le but, dans le dernier geste. Et évidemment, cette victoire ouvre un peu aussi le champ des possibles sur la suite de la compétition. On l'a mentionné rapidement. Tu l'as dit, ça enlève beaucoup de pression, je pense, le fait de faire un 0 pointé ou quelque chose. Même moi, tu vois, à 2-1, à l'heure de jeu, je me disais, ah tiens, il faut quand même qu'on prenne 2 buts pour perdre. Ça semble quand même relativement improbable, donc on fera pas un 0 pointé. Bon, évidemment, on commence par une victoire, donc c'est encore mieux. Et on se dit, pourquoi pas? On se dit parce que il y avait ce gros point d'interrogation autour de ce que va donner le Stade Brestois en Ligue des Champions. En étant supporter brestois, c'est vrai qu'on ne savait pas. On ne savait pas parce qu'on n'a pas l'habitude aussi de voir Brest en Ligue des Champions affronter des autres écuries européennes. Et puis Et c'est vrai légitimement, tu pars avec des ambitions qui sont modestes. Et oui, même en Ligue 1, ils partent avec des ambitions modestes. Alors avec des champions, évidemment, on se dit on va jouer le maintien avec des champions. Mais il y a pas tu peux pas descendre. Ah bon alors on va peut-être pas jouer le maintien. Mais clairement, là désormais, tu vois, on se demandait est-ce qu'on va passer cette Ligue des Champions en mode spectateur. Est-ce qu'on va faire le faire valoir de cette compétition? Alors évidemment, les meilleures équipes restent à venir, naturellement. Mais quand même, on a vu Brest désormais en Ligue des Champions, on a vu que l'intensité était présente, on a vu que la qualité aussi était là. Donc c'est vrai que ça aiguise l'appétit, on va dire. C'est vrai que moi j'ai vraiment hâte, beaucoup plus que je pense que si Brest avait fait une prestation un peu en dedans, un peu stressé, un peu moyennasse, tu vois, un Brest qui serait passé un peu à côté de son match. Ouais, une défaite 2-0 en ayant déjoué ou. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Là, tu vois, moi, ça me donne envie de voir plus, quoi. J'ai vraiment hâte. Et toi, encore plus, j'imagine, parce que t'étais pas au match, donc j'imagine que t'as envie de vivre ça aussi de l'intérieur. Bien sûr, le calendrier est à la fois très bien foutu pour le Stade Brestois et très mal fichu pour moi, dans le sens où pour moi, je vais rater tous les matchs à l'extérieur puisqu'ils ne tombent pas pendant les vacances scolaires, donc c'est impossible de se déplacer, et que j'ai loupé le premier match. Mais paradoxalement, il est bien fichu pour le Stade Brestois qui affronte d'abord plutôt des équipes à sa portée. Il va y avoir le Red Bull Salzbourg. Bon, après, Bayer Leverkusen, bon, je compte pas de points sur ce match-là. À Prague, belle équipe, très beau premier match, beaucoup d'intensité aussi. Contre Salzbourg d'ailleurs. Ça joue très bien. Oui, Salzbourg d'abord. Et après. Non, je disais contre Salzbourg d'ailleurs. Oui, c'était contre Salzbourg qui a été complètement bouffé sur ce match, donc peut-être rassurant pour Brest dans l'optique du prochain match. Et après, donc, tu vas à Barcelone, certes, ok, mais tu reçois le PSV. Donc finalement, sur les 1, 2, 3, 4, 5 prochains matchs, je dirais que tu vas à Donetsk, non? Pas tu vas à Donetsk, entre guillemets. Donetsk, c'est le 22 janvier, puis juste une semaine avant le Real. Donetsk et Madrid, c'est en 2025. Donc finalement, le calendrier est fait de telle sorte que tu peux prendre des points assez rapidement. Rien ne t'empêche de rêver de prendre 1 ou 3 points à Salzbourg et d'en prendre 3 à Prague le 6 novembre ou contre le PSV. Ce qui fait que tu peux arriver début 2025 avec 6, 7, pourquoi pas 9 points. Auquel cas, ce serait absolument dingue. Et moi qui n'envisageais pas une seconde une qualification en barrage, mais je me dis finalement peut-être que le Stade Brestois je l'ai sous-estimé, peut-être que cette équipe est capable de me faire mentir et d'avoir des ambitions européennes. Et je suis absolument persuadé d'une chose, c'est que les joueurs, eux, y croient. Eh oui, mais c'est vrai ça. Mais après, est-ce que tu les aurais sous-estimés? Finalement, tu connais ton club aussi. Ouais, mais ils m'ont montré... C'est difficile à décrire comme sentiment. Ouais, c'est ça. Sentiment où tu te dis t'es dans un jeu vidéo. Est-ce que je sous-estime mon club? Est-ce que je sous-estime mon équipe? Ou est-ce que je surestime la qualité des adversaires? Finalement, est-ce que le Sparta Prague
c'est vraiment au-dessus du Stade Brestois? Est-ce que le PSV Eindhoven, c'est supérieur certainement, mais est-ce que c'est largement supérieur à Brest quand on voit ce que Brest a fait l'année dernière contre Marseille en battant l'OM en infériorité numérique, en allant faire un nul au Parc des Princes, en mettant 5 buts à Rennes? Est-ce que le Stade Brestois peut pas à domicile bousculer ces équipes-là? Effectivement, sur le papier, on ne sera pas favori, mais finalement, ce match contre Sturm Graz, ce n'est que, entre guillemets, Sturm Graz, ça reste le champion d'Autriche quand même. Est-ce que voilà, Brest peut pas nous surprendre encore une fois agréablement? Et je me dis que Pierre Lesmelou va peut-être revenir, que Mama Baldé va s'intégrer aussi dans cette équipe, qu'on a vu hier contre Toulouse, et on reviendra là-dessus, que la profondeur de banc était peut-être pas si mal que ça. De quoi nourrir des ambitions. Et je pense également, et peut-être que tu seras d'accord avec moi, que ça dépendra également beaucoup. Les ambitions européennes vont aussi beaucoup dépendre, et pas l'inverse, mais vont beaucoup dépendre du comportement de l'équipe en championnat. Si en championnat, tu es dans un ventre mou relativement serein, que tu as une petite marche sur le 16e, je pense que tu donneras tout en Coupe d'Europe. Si en revanche, tu es dans le dur, vraiment à la guerre, au contact avec les derniers, peut-être que là, le choix sera fait de mettre l'accent sur le championnat. Ouais, Mais si tu en championnat, tu es tranquille, à mon avis, ils vont tout donner en Coupe d'Europe. Et il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer à la vue du calendrier. Il y a clairement un coup à jouer. Peut-être que je réviserai mon jugement dans 2 mois ou dans un mois quand on aura perdu contre le Bayern et à Prague. Mais bon, Après, tu nous as quand même dit que tu avais regardé les prix pour les billets d'avion fin mai à Munich. J'ai trouvé ça un peu peut-être abusé, Fanche, mais pourquoi pas, hein. Évidemment, on ne sait jamais avec cette équipe. C'est vrai qu'elle nous surprend depuis presque 2 ans maintenant. Ah, pourquoi pas 2 ans et demi, quoi. On ne sait en jamais. tout cas, elle a gagné le bénéfice du doute. Clairement. Clairement, et même je pense que, alors ça leur importe peu évidemment, et ça nous importe peu à nous, mais c'est vrai que je pense que dans l'œil du supporter moyen français aussi, je pense que Brest a quand même gagné pas mal de respect et de galons dans. C'est plus le petit Brest, je pense, après cette semaine-là. Et est-ce que pour Et je toi, pense aussi pour éventuellement, tu vois, même pour la renommée du club, ouais. pour éventuellement attirer après dans les années à venir. Évidemment, il y a cette manne financière qui nous est arrivée après cette victoire, hein, je crois 2,5 millions d'euros, hein, c'est ça, Ah pour une ouais, victoire en Ligue des j'ai Champions. vu plusieurs chiffres, mais je vais pas te dire de bêtises. Je crois que c'est 2,8 dans la nouvelle formule. Entre 2 et 3 millions, quoi, je crois on a vu beaucoup 2,2, 2,5, 2,8, mais entre 2 et 3 millions, donc évidemment, ça fait toujours plaisir, et bon, même comme je disais, pour la renommée du club, pour attirer dans les prochains mois, c'est vrai que c'est comme plutôt classe d'avoir gagné en Ligue des Champions et de tenir son rang face à des équipes, tu l'as dit, c'est que le champion d'Autriche, ça reste le champion d'Autriche. Donc je pense qu'on a vu que Brest était bien meilleur que le champion d'Autriche. Ça fait voilà, il y a quand même pas mal de fierté autour de ça. Tout à fait. Alors, je corrige, c'est 2,1 millions d'euros par victoire, donc ça rembourse déjà tous Aïe, les aïe, frais aïe, de aïe, aïe. délocalisation. Ça reste quand même un match nul, 700 000 euros. Donc, tu peux espérer avoir touché encore un peu de pécule d'ici d'ici de la fin de la campagne européenne, d'autant plus que maintenant, tu as 8 matchs à jouer, plus 6. Donc, c'est vachement intéressant économiquement pour le club. Je sais pas ce qu'ils ont budgété, je pense qu'ils n'ont pas dû budgéter grand-chose, mais voilà, en tout cas, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses et qui fera certainement du bien, en plus dans le contexte des droits télé. Contexte difficile, on l'a bien compris tout l'été, avec ce recrutement très tardif, fait surtout à base de prêts. Cet argent ne sera pas de trop pour le Stade brestois. Il faut aussi penser Et, comme ça, hein. Faut aussi voir ça de manière très terre à terre. C'est de l'argent qui rentre dans les caisses, et c'est de l'argent qui serait pas rentré dans les caisses si jamais on n'était pas en Coupe d'Europe. Donc concrètement, c'est de l'argent que ne touchent pas des clubs qui sont dans notre championnat, les Reims, les Strasbourg, les Montpellier, et voilà. les Nantes et Mais non, compagnie. exactement. Et pour revenir sur ce que tu disais, oui, il y a beaucoup de. Moi, j'ai reçu plein de messages. Alors, je sais pas si tu sais, mais c'était très drôle. Mais de supporters d'autres clubs qui me félicitaient, qui me disaient, ouais, je suis content pour toi et tout. Des Lyonnais, des Bordelais, des Strasbourgeois. Il y a même un mec de Strasbourg qui nous a envoyé un message pour demander quand est-ce qu'on pourrait acheter le maillot en ligne sur la boutique, parce qu'il voulait absolument l'acheter, que c'était historique et tout. Enfin, il y a des trucs Avec Floquet absolument. à Jorque, sûrement. Je ne sais peut-être. Ouh là là, ou Martin. Ouais, mais Martin, pas sûr. non, pas sûr, Strasbourg, non, c'est pas sûr. Mais c'est cool, ça met Brest sur la carte du foot français aussi. Et sur la carte alors je dirais pas sur la carte de l'Europe, parce que je pense que le supporter de Manchester City, il en a strictement rien à cirer de la victoire de Brest contre Sturm Graz. Mais en tout cas, pour nous, et rien que pour nous, ça nous légitime aussi
dans notre combat de supporters, de faire connaître le club et de suivre un club qui a maintenant une petite histoire européenne. Et à mon sens, une victoire en Coupe Ligue des Champions, c'est pas moins bien qu'une victoire en Coupe de France. Tu vois certains parcours en Coupe de France, il y a Lorientais qui n'arrête pas de dire ouais, mais vous avez jamais gagné la Coupe de France. Regardez le parcours de Lorient en Coupe de France quand il la gagne. Il joue des équipes d'une une ou deux divisions inférieures quasiment à chaque tour. Bon, ok, finalement tu la gagnes, mais quelles émotions, qu'est-ce que tu laisses comme souvenir? Bon, voilà. Ouais, et d'ailleurs, je demandais peut-être aux Rennais s'ils aimeraient gagner un match en Ligue des Champions, par exemple. Non, mais j'ai vu deux trois tweets de Rennais qui disaient que Brest faisait ce que Rennes aimerait faire depuis 15-20 ans, depuis l'arrivée de François Pinault, par exemple. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Et pour revenir sur le côté financier de la chose, il me semble aussi que plus tu finis haut dans le classement de la phase de Ligue de la Ligue des Champions, plus tu touches dessous aussi. Et je pense qu'il y a quelques équipes qui n'auront pas 3 points à la fin de la phase de Ligue. Évidemment, on pense à Sturm Graz, même si je pense qu'à domicile, ils peuvent faire quelque chose un peu à la manière de Brest. Et notamment le Slovan Bratislava, tu vois, des équipes comme ça. Pour te dire, les 16 clubs qui participent au barrage reçoivent 1 million de plus. Une prime sera versée en fonction du club par leur classement. Il y a 666 parts de 275 000 euros. Une part versée au dernier, donc tu as 275 000 euros quand tu es dernier. Et le premier touche 10 millions. Donc après, tu échelonnes ça. Et tu as un bonus de 2 millions d'euros sera versé aux clubs qui finiront de la première à la 8e place. Bon, ça devrait probablement pas nous concerner. Et après, si tu te qualifies en 16e, tu as déjà 11 millions qui tombent en plus. C'est fou, hein. Ça fait beaucoup de l'argent. Et juste je repense à un truc quand tu m'as demandé comment je le sentais le match et quand tu me fais penser en parlant de Bratislava. J'ai eu un petit peu peur, tu sais, la petite surfroide quand j'ai vu le match du Bayern contre Zagreb. Et je me suis dit, après, on l'aura pas sur ce match, la sueur froide. Non, mais je me suis dit, voilà. On l'aura peut-être un peu plus tard. Il y a un club même qui a si tu vois. Est-ce qu'à Barcelone, on va pas faire pareil? Même si, tu vois, prends une branlée maintenant. C'est moins grave. Voilà. Je pense que. Mais si c'était en J1 comme Zagreb, t'as la pression pour le reste de ta compétition. Là, oui, là, comme tu prends un sacré coup sur la caboche, quoi. Le 9-2, il picote un peu, quoi. Et puis tout le monde se fout de ta gueule, c'est terrible. Ouais, même nous, tu vois, on non, mais pas tout le monde aurait dit, Zagreb. Voilà, vous êtes en Coupe d'Europe, voilà ce que vous allez faire, vous foutez la honte. Même les supporters de Brest se foutent de ta gueule, donc à un moment donné, il faut remettre ton club en question, quoi. Non, mais c'est vraiment chouette parce que tu as beaucoup de clubs français en Coupe d'Europe pour avoir beaucoup suivi la Coupe d'Europe ces dernières années, et notamment celle des clubs français. Je pense à Toulouse l'année dernière en Ligue Europa, on dirait ils font un super truc en Ligue Europa, ok, ils font 0-0 contre l'Union Saint-Gilloise, tout le monde est content parce qu'ils perdent pas. Il y a beaucoup Nantes qui joue Fribourg, ils en prennent une trempe. Lens l'année dernière fait une très belle campagne européenne, faut l'avouer. Marseille, il n'y a pas très longtemps, fait 0 points, n'oublions pas, hein, contre Naples, Dortmund et Arsenal. Brest, c'était pas gagné d'avance que le Stade Brestois gagne contre le champion d'Autriche. Non, mais les ingrédients ont été mis, comme on en a parlé, et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir, quoi. Pour le coup, là, c'était vraiment que du plaisir, que de la fierté de voir un peu ces mecs-là porter le même logo que toi, parce que beaucoup de supporters avaient des maillots, que ce soit les maillots de la Ligue des Champions ou pas. Mais c'est vrai il s'est passé quelque chose, je pense, ce soir-là. Et j'ai hâte que tu puisses aussi, toi, l'expérimenter, sur les prochains matchs. Et je pense qu'il y aura encore un peu plus, au moins au début du prochain match à domicile, contre les Leverkusen, hein. Alors ça va pas être de la tarte, clairement. Mais il va, rien qu'au début de match à 0, le temps que ça va durer à 0-0. Pourquoi pas 90 minutes, pourquoi pas une victoire de Brest, hein, c'est que du football finalement. Mais il va se passer un truc sur niveau ambiance, niveau intensité. D'autant plus que t'as un match à l'extérieur avant. T'as un match à l'extérieur avant, tu peux très bien prendre des points à Salzbourg, et là, tu joues limite contre le Bayern, tu joues déjà ta qualification presque. Ouais, on vit des choses. Hein. On vit des choses. Ouais, le poulet est quand même succulent, tout à fait. comme diraient les jeunes. Et ça continue contre Toulouse. Et ça a continué contre Toulouse, donc ce dimanche, hein, et on en parlait finalement pendant le match. Est-ce que c'est pas un move de grand club de gagner le jeudi en Ligue des Champions, faire tourner le dimanche et gagner, alors pas tranquillement, mais plutôt sereinement quand même contre Toulouse le dimanche avec ton équipe bis. C'est un peu classe, quoi. C'est un peu classe, et puis surtout c'est bien joué. C'est bien joué, c'était risqué, je pense, parce que le turnover avant le match, je le trouvais utile, mais quand même très large. Exagéré? Ouais, franchement, ouais. Honnêtement, je le trouvais un peu exagéré dans le sens où
où tu enlèves 90% de tes joueurs de champ, que tu les changes et que tu fais jouer entre eux des joueurs qui soit débutent, soit n'ont pas de rythme, ils n'ont jamais joué ensemble. Je me suis dit, ah mince, mais attends, on a dit que le plus important c'était le championnat, t'es à domicile contre Toulouse, c'est un match à ta portée, et pas que tu bazardes le match, mais en tout cas, tu mets pas forcément tous les atouts que tu as en main pour le gagner. Et finalement, bah, on a vu un Brest qui a eu la chance de marquer assez tôt, je pense. Il y a eu également ce fait de jeu avec le pénalty raté. Je sais pas comment tourne le match si Toulouse marque. Et après, finalement, les Toulousains n'ont pas beaucoup mis en danger les Brestois. Il y a cette action avec Cresswell en deuxième mi-temps sur un coup franc, je pense, qui est frappé par Siro. Et sinon, bah, c'est un peu, pas une attaque-défense, mais Toulouse a le ballon globalement. Brest défend plutôt tranquillement. Et une victoire qui, dans l'ensemble, reste méritée, à mon sens. Ouais, ça a surtout été l'occasion de voir une revue d'effectifs assez large. Hein. On découvrait pour quelques-uns des joueurs présents sur ce stade, sur cette pelouse magnifique, hein, tout le tour, cette pelouse du stade Francis Leblay ce dimanche. Et certains ont été bons, certains ont été peut-être un peu moins bons, mais c'est vrai que il y avait toujours cette curiosité de découvrir des joueurs qu'on avait recrutés il y a finalement assez peu, hein, seulement 3 semaines. Donc qui, tu l'as mentionné, n'avaient pas fait la préparation, qui n'avaient pas nécessairement joué ensemble. Même s'il y avait eu ce match amical à Guingamp aussi pendant la trêve. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, des individualités, hein, parce que c'est surtout ça ce qui va nous intéresser, les recrues, pardon, de Bah, mercato déjà, d'été. en termes de recrues, moi j'étais plutôt enthousiaste avant de le voir jouer au sujet de Mama Baldé, j'avais souvenir surtout de lui à l'Estac, et un joueur, notamment un match contre le PSG, je sais pas si tu te souviens, où il avait vraiment traumatisé la défense parisienne avec cette capacité de percussion qu'on a pu revoir hier sur l'ouverture du score. Après, ça a été plus difficile pour lui à l'OL, mais connaissant pas mal de supporters de Lyon, on m'avait dit que c'était surtout le contexte lyonnais l'année dernière qui n'avait pas été qui n'avait pas joué en sa faveur, et lorsqu'il est entré en jeu, il était plutôt intéressant. Je suis content qu'il ait marqué, même si ça frappait des lits. Je sais pas si le but lui a été finalement accordé. En tout cas, plutôt intéressant intéressé par le profil de Baba Baldé, qui est très complémentaire et très différent en tout cas de celui de Ludovic Ajorc. Bon, en tout cas, juste pour rebondir sur le but, on voit ce qu'il peut apporter. Clairement, on voit ce qu'il peut apporter, et ce sont des choses que Ludovic Ajorc ne peut pas lui vraiment apporter. Donc c'est bien d'avoir des profils différents en fonction des matchs et des adversaires aussi, et des scénarios de match que tu vas pouvoir rencontrer cette saison. Et c'est également, je pense, il y a plus de diversité entre Ajorc et Baldé qu'il y en avait entre Mounier et Satriano. Satriano était aussi un bon joueur de haut but, était plus mobile que Mounier, mais n'avait pas cette vitesse et cette capacité de percussion que peut avoir un Mama Baldé ou un Abdallah Sima, qui je trouve remplace Jérémy Ledoiron avec plus de qualité dans beaucoup d'éléments de son jeu. Après, au niveau des Salah, je l'ai trouvé assez discret en difficulté, même s'il était quand même plutôt généreux dans l'effort et dans dans le pressing qu'il faisait sur les défenseurs, mais c'était un petit peu avec toujours un temps de retard, vu que le reste de l'équipe ne suivait pas forcément et ne pressait pas nécessairement très haut. Après, les recrues hier, il y avait donc NDI qu'on n'avait jamais vu, c'est son premier match depuis sa suspension, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Plutôt une belle entrée, je sais pas ce que tu en as pensé, toi, plutôt sobre, efficace, à revoir aussi. Ouais, à revoir quelques imprécisions quand même techniques. J'ai souvenir d'une passe un peu mollassonne devant nous là Encore à mi-temps, en ouais. première période, et une intervention manquée aussi, même s'il se reprend en dégageant le ballon en corner, il me semble, en deuxième mi-temps. Après, je trouve que c'est aussi, il y a une certaine logique à avoir un joueur. Et un tacle aussi assez violent sur un Toulousain en première mi-temps aussi, où vraiment il a pris tout, et je pense que c'est aussi un peu le caractère et le style de jeu du joueur qui veut ça, mais il faut. C'est aussi, je pense, la concurrence qui veut ça. Il voit qu'il y a 4 défenseurs centraux dont le niveau est visiblement assez équivalent. Et bah, il faut gagner ta place. Tu vois une équipe le jeudi qui en Ligue des Champions se dépouille. T'es pas dans le 11. Les mecs font un bon match. Toi, on te donne ta chance en championnat. Peut-être qu'il y a aussi cette idée où tu vas pas surjouer, mais tu vas mettre un petit peu plus. Tu vas mettre l'engagement, tu vas mettre tout ça pour donner des mots de tête à l'entraîneur, pour te mettre sur le prochain match de Ligue des Champions aussi. Donc c'est intéressant. Je trouve que collectivement, en tout cas dans la mentalité des uns et des autres, c'est globalement positif. Après, plutôt agréablement surpris par Luc Zogbe, qui fait un match sobre, on va dire, mais qui pour sa première titularisation en Ligue 1,
n'a pas été en difficulté, j'ai trouvé sur son côté. Massadio Haidara sera un joueur fiable, je pense, mais tu vois, je te parlais pendant le match, est-ce que c'est meilleur qu'Amavi? Peut-être, mais c'est pas non plus un ou deux crans au-dessus. Après, c'est son premier match aussi, mais c'est pas Non, il a joué largement. contre Paris aussi, lui. Pardon, contre Paris, c'est son deuxième match, c'est pas non plus largement supérieur. On n'a pas là un crack ou un Bradley Loco qui manquera de toute façon cette saison. Et en revanche, alors c'est une recrue, mais on le connaît bien, et beaucoup de gens en sont fans, moi pas tellement. Match difficile, encore une fois, de Kamori Doumbia, qui me semble un peu perdu dans ce collectif. Il fait des choses intéressantes, mais en fait, on sait pas vraiment comment l'utiliser, j'ai l'impression. Ouais, bah c'est ce qu'on disait hein, dans quand il est arrivé, hein, mais on a finalement presque l'impression qu'on doit changer de système pour le mettre dans les meilleures conditions. Ce qui, bah, si c'est un joueur au-dessus du lot, naturellement, on le fera avec plaisir. Si jamais c'est un joueur qui n'est pas titulaire indiscutable, c'est vrai que c'est dommage, on va dire, de prendre un joueur finalement juste parce que il a laissé les bonnes impressions l'année dernière, quoi. C'était pas nécessaire. On aurait pu se dire, bah, ouais, une année ça s'est bien passé, mais on a quand même vu peut-être les limites du joueur, les limites évidemment physiques, hein, même si ouais, être petit Ah, c'est n'empêche pas de jouer au hier. football, mais c'est vrai que quand il est dans les petits périmètres face à des milieux défensifs qui sont très majoritairement largement bien au-dessus physiquement, bah on le sent passer. Il y a eu un moment donné, il a perdu la balle au milieu de terrain juste en se faisant pousser par un joueur, je crois que c'était peut-être à Bouclal même, donc un joueur qui est pas non plus un monstre physique, mais que ce soit ce match-là ou même des matchs des futurs matchs en Ligue des Champions, c'est vrai que physiquement, il y a quand même certaines questions qu'on peut se poser. Et malheureusement pour lui, je pense pas que ça va devenir Adama Traoré de Wolverhampton, tu vois. Non, même sans devenir Traoré de Wolverhampton et d'avoir des muscles saillants comme un bodybuilder, je trouve que ouais, dans l'impact il est souvent en difficulté. Là, dans l'entrejeu, je l'ai vu hier plusieurs fois des ballons perdus, il s'est fait gratter des ballons dans les pieds par les Toulousains et il avait ce temps de retard alors il est spectaculaire comme joueur, son retour acrobatique, forcément s'il le met, il mange dessus pendant encore 3 mois. Ça reste un joueur techniquement je pense, qui a des qualités techniques, mais qui dans ce collectif aura peut-être besoin de jouer pour gagner en confiance, mais je le vois pas aujourd'hui. Tu vois, contrairement à Mamad Baldé, que j'imagine bien dans une équipe type, contrairement à certains joueurs qu'on pourrait imaginer prendre une place de titulaire au milieu de terrain, que ce soit Fernandez, les Melou qui peuvent tourner. Lui, je le mets pas titulaire, quoi. Je le mets pas titulaire Bah, dans le sur un débat de 4-3-3, Ligue des Champions. tu sais pas, quoi. Bah ouais, c'est ça. Tu le mets devant qui? Bah c'est ça, à la place de Personne, qui, quoi. dans quelle animation, avec quel objet. Quand il rentre en jeu, en revanche, je trouve qu'il est intéressant. Parce qu'il a un profil, justement, Bah, justement, quand il y a l'espace se délie un peu, c'est c'est ça. toujours plus Et puis, intéressant, quoi. un joueur qui est difficile à prendre quand il reste 10, 15, 20 minutes. Peut-être qu'on l'a vu contre Sturm Graz d'ailleurs, il a été meilleur en entrant en jeu. Un peu comme Romain Fèvre. C'est un peu la même idée pour moi. Romain Fèvre est peut-être plus un joueur qui doit rentrer en jeu pour remplacer El Castillo que l'inverse. Et parce qu'on a vu Fèvre, il a des qualités toujours, hein, son débordement sur le côté droit du terrain lorsqu'il rentre, son but, c'est très bien, mais dans la constance dans le jeu, je pense que je pars avec davantage de certitude avec Del Castillo. Mais très bien d'avoir fait souffler Del Castillo d'ailleurs, c'était osé, mais c'était bien. Ouais, Fernandez je pense qu'il aussi. n'y avait pas trop le choix. Je pense Oui, oui, je pense que aussi. c'est vrai que dans le temps additionnel contre le Sturm Graz, il boitait très bas. Il Bon, boitait très bas bah, c'était devant moi, donc je on peut peux espérer, témoigner. Et j'espère que tu me fais confiance, mon cher Fanche. absolument. Mais ouais, ça boitait très très bas et ça avait du mal même à courir. Donc On c'était peut espérer également un retour prochain de Pierre Lesmelou. Alors, dans quel état de forme et avec quel niveau de jeu, je ne sais pas. Mais ce serait bien de revoir Pierre Lesmelou pour apporter encore plus de profondeur à cet effectif qui est finalement globalement bien fourni. oui, et je pense que la principale indication de cette semaine, c'est la profondeur, l'homogénéité de cet effectif. Évidemment, on peut critiquer le fait, et je pense que c'est de critiques légitimes, sur le fait que le mercato a été fait très tardivement et qui est un peu frustrant d'un point de vue supporter. Mais par contre, je pense pas qu'on puisse critiquer la qualité des joueurs qui sont arrivés fin août à Brest. Et je pense que les résultats sont immédiats. Et là-dessus, bravo à Grégory Lorenzi d'avoir fait son travail de façon tout à fait cohérente en rapport avec ses idées, même s'il y aura peut-être quelques échecs sur ce mercato.
on le verra sur la durée, mais en tout cas sur les premières impressions que l'on peut avoir, et je pense que c'était la principale interrogation par rapport à l'année dernière, le principal point sur lequel il fallait appuyer, c'était la quantité et la qualité, enfin, la qualité dans la quantité, surtout de l'effectif. Je pense que sur ce point, on est plutôt satisfait après un mois. Évidemment, il y aura aussi, il commence à y avoir des blessures. On a vu Fernandez sortir avec une pointe au niveau de l'adducteur, il me semble, contre le Sturm Graz. Del Castillo, D'ailleurs, évidemment. c'était Magnetti qui devait sortir et Ouais, tout à fait, ouais. il a demandé à sortir lui parce qu'il était blessé, ouais. Mais je crois qu'il avait déjà un strap autour de la cuisse. Je crois qu'on l'a vu quand il est sorti. Donc ça devait être une gêne déjà avant le match. Il a essayé de jouer, il a plutôt bien joué hein, d'ailleurs avec cette gêne. Mais il y aura surtout et je pense pas qu'on puisse avoir autant de chance que l'année dernière au niveau des blessures. On l'a déjà vu avec Pierre Lesmelou, donc il était Et nécessaire. Bradley Locaux. Et Bradley Locaux, évidemment. On l'oublie même hein, tellement, malheureusement, hein, le foot continue sans Bradley Locaux. C'est la dure loi du foot. Mais je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que sur ce point au niveau de la quantité d'effectifs, là-dessus on peut dormir tranquillement sur ces prochains mois. Ouais, et puis ce qui est bien, c'est qu'on aurait pu se dire, ouais, mais attention, l'effectif, il est très chargé. Une fois que la Coupe d'Europe s'arrête, il y a peut-être des joueurs qui vont un peu. Quand tu laisses beaucoup de joueurs qui jouent pas avec un match par semaine, là, la Coupe d'Europe, elle va jusqu'à au minimum 29 janvier, donc jusqu'à début février, grosso modo. Tu as un effectif qui, quoi qu'il arrive, sera concerné par deux compétitions. Avec après, tu as la Coupe de France qui arrive aussi cette année. Je crois que la Coupe de France, le premier match, c'est même avant Noël. Donc tu auras à un moment donné trois compétitions en même temps. Et ça sera pas de trop hein, pour gérer toutes ces échéances-là. Après, si tu as un petit peu de chance et que tu continues en Coupe de France, finalement, même jusqu'en mars, tu as une saison complète à jouer deux complètes au minimum. Donc ce sera pas trop d'avoir beaucoup de joueurs, même si c'est pas non plus un effectif ultra garni, mais d'avoir au moins des postes doublés, c'est vraiment très intéressant. Alors, je sais pas si le recrutement est réussi en termes de qualité. En tout cas, les joueurs qui sont arrivés pour l'instant ont su se montrer décisifs, que ce soit Sima, Fèvre, Ajor, que c'est eux qui marquent des buts aussi. Hein, donc c'est intéressant. Donc, tu me diras de toute façon, ceux qui marquaient les buts de l'année dernière ne sont plus trop là, avec Mounier et Satriano étant partis. D'ailleurs, 0 but à eux deux depuis le début de saison. Hein. Il n'y a pas beaucoup de minutes jouées non plus. Bah non, mais après, s'ils étaient indiscutables dans leur équipe et si c'était des cracks, peut-être qu'ils auraient marqué. On a un Lilian Brassy. Il faudrait qu'on fasse un épisode sur ce qu'ils sont devenus les anciens à un moment donné. Un Lilian Brassy qui est un petit peu en difficulté à l'OM aussi. Voilà, Brest a réussi sa transition, je dirais, post-saison historique. Et tu l'as bien dit, au minimum, jusqu'au 29 janvier. Au minimum. Ah oui, bien sûr. C'est comme le temps additionnel, c'est 5 minutes minimum. Oui, minimum. Et juste un petit dernier mot peut-être pour quand même saluer le travail qui est fait sur le terrain, hein, parce que vraiment on prend notre pied, un pied monstre hein, depuis un an et demi maintenant. Hein. Mais vraiment, on peut évidemment pointer quelques matchs où ça a été moins bien, notamment le match contre Lens en ce début de saison. Mais de manière générale, c'est vrai qu'on vit les meilleures heures, je pense, du Stade Brestois de manière générale hein, dans son histoire. Et vraiment moi j'ai vraiment hâte au prochain match parce que je trouve cette équipe et cet effectif tout à fait digne d'être supporté. Mais ce qui est bien, c'est que tu as les matchs tous les 3 jours en ce moment. Donc, ah ouais, non mais vraiment, l'un des principaux points positifs de la Coupe d'Europe, c'est vraiment de voir jouer le Stade Brestois tous les 3 jours, tu vois. En ce moment, c'est vraiment un plaisir même de faire la route jusqu'à Guingamp. Alors, je l'ai pas fait parce que j'ai un pied à terre dans les Côtes d'Armor, donc je l'ai pas totalement fait. Mais je la ferai avec plaisir sur les prochains matchs, quoi. C'est même pas une tare de se rendre à Guingamp, tellement on sait qu'on va voir des joueurs qui se bagarrent, des joueurs qui donnent tout pour le maillot, pour le logo. Et vraiment, il y a quand même très très fier de supporter ce club particulièrement en ce moment et fier de ce que nous montrent les joueurs sur le terrain parce que et puis les moments quand on voit des clubs comme Nantes ou tu vois Montpellier où voilà on se dit on supporte le club mais il n'y a pas de vie tellement dans ces clubs-là pour l'instant actuellement. Là c'est vrai que ça fait vraiment très très plaisir et de regarder le Stade Brestois tous les 3 jours actuellement. Et le Stade Brestois qui a aussi gagné via ses performances sur le terrain du temps. Si jamais cette année ça se passe un petit peu moins bien, il a aussi gagné le temps et je pense que les supporters seront patients en cas d'enchaînement de mauvais résultats
parce qu'on sait ce qu'on doit à cette équipe. Si on en est là aujourd'hui, si elle est en Ligue des Champions, ils ne le doivent qu'à eux-mêmes, hein, il n'y a personne d'autre. Donc, tu as dit, hein, c'est vraiment réjouissant de suivre le Stade Brestois. C'est réjouissant de suivre cette équipe, cet entraîneur qui a su parfaitement, malgré les réserves de à peu près tout le monde lors de son arrivée, on en a suffisamment parlé, a su devenir un Brestois. Et hier, quand il sort sur son carton rouge et qu'il harangue la tribune Foucault, tu sens le mec complètement investi, chose que je n'avais jamais sentie depuis Furlan, ni chez Dalloglio, ni chez Abder Zakarian, qui était plutôt froid et plutôt distant par rapport au public. Là, je trouve un Eric Roy extrêmement sincère, extrêmement juste dans ses différentes prises de parole. À la fois, il défend son effectif, il se montre ambitieux, mais également réaliste. Il sait mettre les mots justes sur des situations qui parfois sont pas forcément évidentes, que ce soit sur le mercato où il a jamais dit un mot plus haut que l'autre cette année, alors que je pense qu'il avait vraiment hâte de voir des recrues arriver. On a un bon guide sur le terrain, Grégory Lorenzi, qui, même si moi j'aime pas sa communication par bien des aspects, est très difficilement critiquable sur ce qu'il produit, hein, sur les différentes recrues et l'équipe qu'il arrive à nous sortir année après année. Globalement, c'est extrêmement positif. Il y a des dysfonctionnements, on va revenir juste là-dessus juste rapidement après, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez dire de plus, quoi? C'est génial, c'est génial. C'est génial, et sur cet épisode, on n'a jamais parlé de maintien. Tu vois, on se disait, est-ce que ça va passer? Même moi, j'ai pas parlé de maintien. Non, est-ce que ça va passer? Est-ce que la Coupe d'Europe, la Ligue 1, ensemble, est-ce que ça va passer? Alors évidemment, c'est que le début. C'est que le début. Il faut aussi rester prudent. On sait que ça a été très vite dans un sens, mais ça ira encore plus vite dans l'autre, je pense. Mais bon, déjà, on voit aussi la concurrence. Je pense qu'il part de beaucoup plus loin que le Stade Brestois. Le contexte Ligue 1 fait qu'il y a des clubs qui risquent de vivre une saison galère quand même. Mais on se dit aussi que finalement, Brest a largement les qualités pour jouer, on va dire, entre la 8 et 12e place. Ça me semble pas déconnant. Je suis tellement naze en pronostic et souvent ça se vérifie pas que je vais laisser les choses se passer, je vais regarder, mais ça me paraît pas déconnant à dire ça aujourd'hui. Effectivement. Évidemment. Je vois facilement 8 équipes qui nous sont supérieures. J'en vois également 8 qui nous sont inférieures. Voilà, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et une bonne placette dans le ventre mou là cette année pour petite transition avant de rejouer la Coupe d'Europe l'année prochaine naturellement. Dans le plus digne des tracés et de la progression de ce club, toujours dans son stade, toujours flingué au sol, et dans ses installations nul à chier, mais voilà, on sent que c'est bien, quoi. C'est vraiment dommage cette dichotomie entre terrain et hors terrain, c'est terrible. Parlons-en, oui. Parlons-en. On peut en parler, c'est surtout, on se fait aussi l'écho des gens qui nous ont, parce que je crois que du moment où les packs sont sortis au jour du match, je sais pas si on a déjà reçu autant de messages sur la boîte et les messages privés Brestonner. Je crois qu'il y en avait, mais c'était toutes les heures. On peut dire, je sais pas, alors, il y a eu combien, un mois à peu près qui sont écoulés entre la mise en vente des packs et le match? Ouais. Ah non, il y a eu 10 jours. Non, mais on a eu peut-être 200 messages privés. Oh ouais, facile, au moins, ouais, au moins. Sur des questions que malheureusement c'est pas à nous de répondre, mais les gens vont vers des gens qui répondent, hein, c'est naturel. Et évidemment, on a fait le meilleur. Pourtant, alors si on reprend chronologiquement les choses, la communication de base sur l'ouverture de la billetterie, les tarifs, la manière dont ça allait se passer, j'avais trouvé ça très bien. Très bien. Vraiment, que ce soit. Alors, les tarifs au match sec, je les trouve un peu abusés, parce que payer 200. À la limite, tu payes 200 € pour le Real, ça me choque pas de mettre un tarif hyper élevé pour éviter que n'importe qui vienne voir le match. Et voilà, mais mettre 150 € contre Sturm Graz, bon, ça peut piquer un petit peu si tu viens à 2 ou à 4, t'as la route, ça peut être très cher, mais pour les packs, le tarif abonnement, je le trouve correct. La manière dont ça avait été annoncé, avec priorité abonnés, place en priorité pour les abonnés, etc., très bien aussi. Moins cher pour les abonnés de longue date, on va dire. C'est abusé de voir comment ça a bugué après. Enfin, je veux dire, moi, on est deux sur un compte. Pourtant, on a 2 adresses mail séparées pour se connecter à notre billetterie en ligne. Hein. C'est juste qu'on a le même numéro de commande lors des abonnements. On a pourtant chacun bien notre adresse mail séparée. Et moi, j'avais pas accès à mon pack. J'avais rien. J'avais strictement rien qui apparaissait. Donc, j'ai réussi à régler le problème assez vite. Mais certains, ils ont attendu plusieurs jours. Je sais même pas si tout le monde a récupéré son pack finalement.
c'est complètement dingue. Enfin, faites un effort, je veux dire, c'est quand même pas si compliqué que ça d'associer un compte à un nom à un compte et on n'en parle plus, quoi. Et plusieurs points sur lesquels rebondir là-dessus. On passera peut-être au maillot après. Bon, évidemment, communication absente. Et ça, c'est totalement dommage de la part du club. Et quand il a communiqué, il n'y a pas eu un désolé, un pardon. Ah, dans le communiqué, il est scandaleux. Ouais, c'est quand même dommage. Il est scandaleux, c'est limite, vous nous cassez les pieds avec vos questions, on a fait de notre mieux, maintenant arrêtez de pigner, et puis c'est comme ça. Il On y a n'a quand pas même pu des faire- gens qui ont passé plusieurs heures à attendre devant la tribune route de Quimper, hein, je crois que c'est ça. Ouais, ah bah oui, il y a des Pour- gens qui ont passé plus de 6 heures, on avait des messages de mecs qui nous disaient, bon bah voilà, j'y suis depuis 8 heures, il est 14 heures, je suis pas encore passé, on m'a dit encore 2 heures d'attente. Combien de gens ont fait demi-tour en voyant trop de monde et en voulant voir leur Il y billet a même de... des gens qui arrivaient à midi, on leur disait, bah, tu passeras pas avant que ça ferme, donc vas-y, va-t'en, parce que ça ne sert à rien que tu restes là finalement. Et c'est vrai que ne pas avoir une sorte un minimum d'excuses de la part du club, je trouve ça tout à fait déplacé. Euh, Évidemment, bah, ça peut mal se passer. À ce point, c'est quand même assez grotesque, quand même. Par contre, j'espère que ça a aussi le club saura tirer des leçons de ce genre d'événement, parce que bah voilà, c'est la première fois que ça arrive, la Coupe d'Europe, mais, euh, mais pourquoi C'est de trop pas. facile. Moi, l'argument, et tu me diras ce que tu en penses, mais l'argument, on est un club populaire, on est un club avec peu de moyens par rapport aux autres, du coup, C'est la Ligue, enfin, c'est c'est quand comme même un ça, il n'y club a rien à voir. professionnel, quoi. Non, c'est pas un argument qui s'entend. Au On a, contraire, on, ouais, c'est vrai que dans le communiqué, on a quand même lu que le club était un, le club était un club de taille humaine, hein, je crois que c'est ça que les mots, oui, un truc les comme propos ça, ouais. employés. Un club de taille humaine, mais c'est un club professionnel. Un club de taille humaine, c'est les gars du Rugby Pava, c'est Pouzané, c'est Quatodon, tu vois, enfin, le club te fait déplacer des milliers de supporters tous les 2 semaines, c'est plus un club à taille humaine. À un moment donné, il faut faut que les moyens soient employés pour mettre ces spectateurs dans les bonnes dispositions. C'est quand même. Un Enfin, club à taille humaine, on il répond à découvre ses pas supporters. que le club a joué la Ligue des Champions cette saison, quoi. Ça fait quand même plusieurs mois. Alors évidemment, l'UEFA a pas nécessairement communiqué dessus, mais toi, tu peux quand même faire tes démarches avant que l'UEFA communique. Tu le sais que tu vas jouer la Ligue des Champions. Tu sais que tu vas très probablement devoir, et même, je pense l'année dernière, tu devais le savoir que jouer à Francis Lubé, ça pouvait être possible, mais ça allait être quand même grandement improbable. Donc à toi aussi de faire les démarches pour aller vers les autres. Même si ça n'avait pas été la Ligue des Champions, tu savais quand même depuis un certain temps que tu pouvais jouer la Coupe d'Europe. Et je pense que gouverner, c'est prévoir. Et le Stade Brestois n'a absolument rien prévu. Je crois que l'un des points sur lequel ça a été appuyé, c'est le fait que donc Guingamp avait un software de billetterie différent que celui du Stade Brestois, et que donc les gens de la billetterie du Stade Brestois, alors pas les gens qui s'occupent de la billetterie au Stade Brestois, mais je crois le tiers qui s'occupe de la billetterie au Stade Brestois, avait dû pointer, je crois, toutes les places une par une, mais ça aurait pu être fait largement avant. T'as pas besoin d'attendre juillet-août pour le faire. Et il y a d'ailleurs quelqu'un qui a eu des places, enfin une place, qui a acheté une place qui n'est pas recensée dans le stade et qui, je crois, est au niveau du parquage visiteur. C'est fort. Donc il y a quand même beaucoup d'erreurs, et j'espère quand même que le Stade Brestois va essayer en tout cas de corriger, de mettre les moyens pour donner aussi aux gens qui s'occupent de la billetterie de pouvoir répondre aux gens. Enfin, je- personnellement, je ne pense pas que ça vient des gens qui s'occupent directement de la billetterie. Je pense que ça vient un peu des moyens qui sont mis en place par le club, et j'espère que ce sera une belle leçon à tirer. Ah bah, je peux te Et dire une chose, c'est que en interne, ça soufflait fort, hein, des dysfonctionnements qui étaient pointés du doigt par les gens pour avoir pu échanger avec, je veux pas dire qui naturellement, mais c'était voilà, c'était un peu l'agacement, l'abattement et se dire bon, on passe encore pour des cons en gros, ça rejetait un peu la faute sur les responsables, sur les dirigeants finalement, qui n'investissent pas assez de monde. Quand tu sais que tu as une billetterie qui est aussi, enfin excuse-moi, mais un minimum de logique, quand tu sais que tu as ta billetterie grand public qui va ouvrir et que tu as des problèmes de pack par-dessus la tête, tu ne mets pas à la vente ton nouveau maillot ce jour-là. Tu sais que tu vas multiplier les problèmes et multiplier les questionnements. Ton maillot, tu le mets en vente avant. Depuis le mois de mai, on l'a vu le maillot, nous.
Depuis le mois de mai, on l'a vu. Depuis le mois de mai, on l'a sur notre... voilà. Mais présente-le avant, mets-le en vente avant. Et tu Fais prépares les un démarches, stock débrouille-toi pour t'organiser. Tu prépares un stock aussi considérable parce que tu sais normalement que le maillot va se vendre comme du petit pain. Tout le monde attend ça. Et en plus, tout le monde a pu garder son argent parce qu'il n'y a absolument aucun autre produit dérivé pour se souvenir de la Ligue des Champions. Si quelqu'un qui a, par exemple, le père veut un maillot, il a 2 enfants qui veulent des maillots, évidemment, il a peut-être pas nécessairement 350 € à mettre dans les maillots. Est-ce qu'il pourrait peut-être avoir un t-shirt un peu moins cher pour quand même avoir un souvenir de la Ligue des Champions? Évidemment, il y a eu les écharpes parce que c'est pas quand même un peu léger. Tu as acheté? Moi, l'écharpe? Ouais. Non, ce sera fait, par contre. J'attends Ce un sera peu, fait. je pense que ça se calme, même le maillot, hein, j'espère qu'ils vont en avoir toute la saison, même si c'est pas, s'il y aura peut-être des soucis d'approvisionnement, euh, j'espère qu'ils en auront toute la saison et qu'on pourra quand même en acheter un en mars, si on n'en a pas eu un d'ici là. Ah, c'est mon anniversaire, tu veux me l'offrir? Ah, franchement, c'est sympa. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on se connaît, je pense que tu le mérites. Mais ouais, on sent beaucoup comme d'amateurisme autour de cette Ligue des Champions. Alors évidemment, c'est la première fois que ça arrive. Je pense que Toulouse Football Club avait pas eu autant de problèmes l'année dernière sur sa campagne de Coupe d'Europe. Même J'ai un petit peu Lens, peur d'une Nantes, chose, c'est tu que vois. tu vas aller, toi, à Salzbourg, donc dans 10 jours, enfin, je sais pas quand sortira ce podcast, mais grosso modo dans une semaine. Tu seras donc en Autriche. J'espère que s'il y a un problème, rien de grave, mais un problème de place, de billets, de quoi que ce soit, que le club sera au niveau pour réagir. Parce que quand je me souviens comment ont été gérés les mecs, ils étaient 8 hein, ou 12 en Italie cet été, que ça a été une galère, mais sans nom pour les gérer, pour trouver. Alors que les mecs, ils demandaient qu'une chose, c'était d'être aiguillés. Hein. C'était pas comme si les gars étaient partis sans prévenir ou quoi que ce soit. Ils envoyaient des mails, etc. depuis plusieurs semaines. Si vous arrivez un pépin à Salzbourg, bah, je pense qu'il vaut mieux compter plutôt sur Yann que sur le club. Hein. Ouais, et après moi j'ai ma place, j'espère quand même que ça va fonctionner. Évidemment, il y a le principe de contre-marque qui fonctionne toujours en Coupe d'Europe, donc C'est combien la place pour le parquage? 45 €. D'accord, ah oui. 45 €. Je crois que ce sera un peu plus cher pour les autres. Non, Un peu moins cher c'est pour Prague et plus cher pour Barcelone. plus cher pour Barcelone. Prague, je crois que c'est 40 et 20 pour Gelsenkirchen. Ah oui, décent pour Gelsenkirchen. Tout à fait. Mais voilà, on devait quand même en parler de cette histoire de contre-marque. Non, on devait quand même en parler de cette histoire de billetterie, de merchandising. Hein. C'est vrai qu'on tourne un peu en rond malheureusement à Mais ce il y a un sujet, article, mais voilà. excuse-moi de te couper Quentin, mais il y a un article justement dans le Télégramme d'il y a 2 jours où le responsable de la boutique dit qu'il comprend pas l'engouement. Ou il a pas vu venir l'engouement, il s'en étonne encore. Je crois que je cite, c'est ça. Il s'en étonne encore. Bah, déjà, c'est pas normal de s'en étonner une semaine après, et c'est pas normal de s'en étonner du tout. T'as un club qui joue à la Ligue des Champions pour la première fois, tu vas sur Internet, tu vas sur Twitter, tout le monde demande une chose depuis 3 mois, c'est quand sort le maillot de Ligue des Champions. Ils vendent les billets, les packs de Ligue des Champions en 2 jours, et ils s'étonnent que les gens veulent acheter le maillot. C'est lunaire, c'est complètement dingue. Mais voilà, on devait, comme tu l'as dit, en discuter brièvement, mais on devait le faire quand même. Tout à fait. Franche, merci à toi. Bah, merci On Quentin. a été je pense complet. que- C'est vrai que tu en parlais, hein, mais véritable dichotomie, tu as utilisé le mot. Et ça, c'est Oui. un beau mot quand même. Mais entre ce qui se passe sur le terrain et hors terrain, c'est dommage. Hein, c'est vrai que et on le regrette naturellement parce qu'on est aussi supporter du club et avant tout supporter du club. Tout à fait. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a aussi une marge de progression, un potentiel. Donc, si le club arrive à faire ce qu'il fait avec aussi peu de moyens, qu'est-ce que ce sera quand les moyens seront mis? Attention, déjà le Real Madrid évidemment et le FC Barcelone ont vu le match contre Sturm Graz et ils se sont dit oh là là, aïe aïe aïe, ça sent pas bon. Le tirage au sort a été catastrophique. Mais ouais, il y a du potentiel, et c'est ça Le qui est potentiel dommage. reste quand même que sur le terrain, ce soit au niveau. Exactement. Mais idéalement, les deux font la paire. Ah, bah, tout à fait. Ah oui. Mais pas actuellement. Franche, merci à toi. À la prochaine.
J'espère que ce sera pour commenter des résultats aussi positifs, mais ce sera certainement, je pense, après le triptyque peut-être qui nous attend, c'est-à-dire Auxerre, Salzbourg, Le Havre. Je pense qu'on fera un petit Ouais, point tout avec à fait. Et évidemment, voilà. on se retrouve très bientôt pour présenter aussi le RB Salzbourg, le FC Salzbourg. Et d'ici là, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés, merci d'être aussi nombreux aussi dans la communauté, que ce soit sur Twitter, sur Discord également, et dans les commentaires sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher un petit quelque chose, un petit pouce évidemment, pas d'argent. C'est pas très clair. Mais d'ici là, il y a allez Brest. Salut. Salut. Dans le mal et rouges iront très loin.